préfet de la Mémé a été criblé de balles par des hommes armés alors que celui-ci se rendait dans la localité de Cogné. Quand l'insécurité dans nos villes devient banale, au quartier Koweït à Douala, les populations sont tenues en respect par des truands qui dictent leurs lois. Impossible d'y vivre normalement entre vols, agressions répétées dans ce ghetto spontané de la capitale économique. Ils ont pris le risque de la mer pour trouver un Eldorado. Seulement leur ambition a été stoppée net par la Marine nationale. Ce sont 230 migrants de nationalités diverses qui ont été pêchés en haute mer. Ces derniers essayaient de joindre le Gabon. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus au 19h50 sur Canal 2 International. Démarrons ce journal en parlant de cet autre acte de violence dans la zone dite anglophone. Le cortège du préfet du département de la Mémé dans le sud-ouest a été attaqué. En route pour Cogné, le convoi a été intercepté par des hommes armés. C'est dans la localité de Ngolo-Bolo, village de l'arrondissement de Cogné, que les assaillants ont plusieurs fois tiré sur les véhicules. Bilan de l'attaque, 2 blessés, le chauffeur et le garde de corps du préfet. L'incident a créé la panique au sein des populations de la localité où devait être installé le nouveau sous-préfet. Nous reviendrons certainement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. C'est décidément un cycle de violence à Ebonné dans le Mungo. On parle d'un énième braquage après le passage des hors-la-loi qui sèment la terreur au lycée d'Ebonné. C'est au tour de la mairie d'Ebonné de subir le passage des malfrats. 6 hommes cagoulés ont tenu en respect les 2 veilleurs de nuit qui ont été ligotés et tabassés en recherchant le coffre-fort. Un moteur a été emporté. Je vous propose le témoignage d'un vigile et la réaction du maire d'Ebonné au micro d'Emmanuel Gomba. On les a sûrement envoyés qu'il y a un coffre-fort ici à la mairie. Bon, on les a fait comprendre qu'il n'y a pas un coffre-fort ici à la mairie. Il dit que, est-ce qu'il y a les biens de combat ici? Il dit que non. Nous, on vient souvent travailler à 18h et on rentre à 6h du matin. Nous, on ne connaît pas, même les gens qui travaillent ici, on ne les connaît pas. Ils ont commencé à nous menacer. Ils ont pris un moteur dans le bureau de la dame matière. Ouais, elle nous a bien terrassé. Le matin, quand on nous appelle pour nous dire que la commune a été cassée, les 2 vigiles qui sont en service nous disent que c'est vers 20h qu'ils ont été pris d'assaut par un groupe de 6 personnes gaboulées et armées qui les ont ligotés et qui ont passé la commune en revue en cassant le bureau. Et vu qu'on parle de criminalité, au cœur de la ville de Douala, un quartier appelé Koweït. Un nom attribué à cette zone en raison du niveau de criminalité qui y prévaut. Là-bas, tout le monde peut être cible des agresseurs armés, au point où sortir la nuit devient une équation difficile. Vanessa Melakamdem et Henri Chinda reviennent de ce quartier qui s'est créé spontanément au lieu-dit Bois des Singes. Koweït City. C'est le nom qui a été attribué à cette partie du quartier Bois des Singes à Douala en raison de l'insécurité qui y va grandissant. Les bagarres, les instruments, les machettes, les couteaux, les agressions aussi, ça ne manque pas. Les agressions ne manquent pas. Les vols de moto. Les vols et les agressions à main armée sont perpétrés une fois la nuit tombée. Le patron de cet établissement de transfert d'argent, par exemple, a été blessé par balle par des voleurs il y a quelques semaines. Le poste de police et les groupes d'autodéfense absents, c'est chaque habitant qui veille sur sa propre sécurité. On a essayé de faire notre demande au niveau de la sous-préfecture, qui n'est pas encore acceptée. Vous avez demandé quoi? On a demandé l'autorisation pour créer l'autodéfense, pour ces biens, pour garder les personnes et biens. Il y a au moins déjà au moins 3 mois. Et ils ne nous acceptent pas encore ça. Les conducteurs de mototaxi font partie des cibles des agresseurs qui règnent en maître à Koweït City.
Je parle. Ouais, le vol des motos. On nous tue, j'ai fait de nous tuer, arracher la moto et nous assassiner. Donc, le problème là, ça nous dépasse déjà. Ça nous vraiment, ça menace les gens. On ne fait que nous voler. Donc, ça doit s'arrêter. Il faut que le gouvernement doit regarder à propos de ça. L'absence d'éclairage public et l'enclavement de la zone sont les facteurs qui accentuent l'insécurité dans ce quartier. Eux cherchaient certainement un lieu où il fait mieux vivre. 230 migrants de 7 nationalités interceptés par la marine camerounaise en haute mer au large de la Sanaga la nuit dernière. Ces derniers venus du Nigeria se rendaient au Gabon. Ils ont été amenés à la base navale et certains directement pris en charge. Les précisions dans cet élément que nous proposent Lil Piedjou et Guy Fotso. 2 embarcations interceptées en haute mer dans la nuit de jeudi à vendredi par la Marine nationale. À bord de ces 2 bateaux, 230 migrants, dont un bébé de moins de 2 ans, en provenance du Nigeria pour le Gabon. Cette cargaison humaine comportait des Béninois, Togolais, Nigérians, Nigériens, Burkinabés, Guinéens et Maliens. Problème des pays, on voulait m'attraper. C'est pourquoi j'ai fui de chez moi. C'est pas mauvais d'aller vivre là où tu vas te sentir à l'aise. Ils ont été sécurisés en mer et ramenés à la base navale de Douala où 4 sont à l'infirmerie sous soins intensifs. Monsieur Adama, il a 30 ans. Il est arrivé dans un état inconscient. Vous voyez le brancard là, c'est avec ça qu'on l'a transporté ici, il ne marchait pratiquement pas. Le jeune monde, voilà, son problème c'était la fatigue, une légère hyperthermie. Son cas a été rapidement géré. Cette opération de la Marine nationale fait partie de ses missions de sécurisation de l'espace maritime, de lutte contre le trafic des mineurs, de l'immigration clandestine, la fraude en mer et la pêche illégale. Ces navires, déjà, n'avaient aucun appareil de communication, pas de gilet de sauvetage, pas de bouée de sauvetage. Donc, ils présentaient un danger certain. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons, dans un premier temps, immobilisé le navire, transféré le passager qui était en danger dans cette embarcation vers notre gros navire. On les a mis en sécurité. C'est dire que la Marine nationale veille au grain et ses filets ne laissent rien passer. Avis aux clandestins et pirates de tout poil. Une voie aussi difficile que celle de ces clandestins. Justement, nous vous emmenons ce soir sur une autre route tortueuse de la ville de Douala. Le tracé marché PK14 pour le quartier Papas, c'est un véritable purgatoire. Les véhicules qui s'y aventurent finissent pour la plupart au garage. La zone semble oubliée par les autorités locales. C'est ce que nous disent Charles-Robert Itoc et Stéphane Binac dans ce reportage. Départ pour Golgotha, ainsi se nomme le trajet marché PK14, quartier Papas. Ici, tout le long du tronçon est truffé des cratères et des lacs qui obligent les usagers à chausser des bottes ou autres chaussures appropriées. Mais regardez les têtes là-haut. Ça, c'est on appelle ça quoi? Et on paie les impôts, c'est pourquoi faire? Non, on en est dépassé. Pour plus de sécurité et d'économie, l'usage de ces jambes est plus recommandé. Les véhicules utilitaires qui se sont aventurés sur cette route ont fini par le garage. Le prix du transport sur cet axe est fonction du niveau de dégradation et du temps qu'il fait. Sous la pluie, c'est une autre paire de manches. Regardez les voitures garées là-bas au carrefour, c'est caté, parce qu'ils ne parviennent pas à traverser. Nous souffrons vraiment. Si vous pouvez vraiment trouver une solution à nous, vraiment, ça va vraiment nous plaire. Malgré les efforts incessants fournis par les habitants pour entretenir la voie des dessertes de Papas, tout est vain et voit l'échec sous le regard passif des autorités locales et l'impuissance des riverains. Nous avons fait de notre mieux, nous la population, et les hommes du quartier et les motassimans pour essayer d'arranger le peu que nous pouvons. Mais nous sommes arrivés au bout de nos moyens. Là déjà, il faut beaucoup de moyens, assez de moyens même. Il faut beaucoup de camions de terre. Comme lundi hier, Papas fait partie de ces nouveaux quartiers de la métropole économique Douala, superbement ignorés par les communes auxquelles ils font partie. Restons sur la voie et allons retrouver Arnaud Guefa Kayaoundé sur une route tout aussi jonchée d'embûches. Vous nous parlez de l'axe Etatak Mokolo.
Bonsoir Aimé Catherine Moukouré, madame, monsieur, bonsoir. Je vous amène tout de suite pour rester dans le même sillage justement, au cœur de ce calvaire que vivent les usagers de la route qui relie le marché Mokolo et le quartier Colbison. Le tronçon, au lieu dit Etetak dans l'arrondissement de Yaoundé 7, est devenu impraticable. Piétons et automobilistes ne savent plus à quel sens se vouer en cette saison de pluie où les inondations font rage. Présentation du laid visage de cette route dans un coin de la capitale Yaoundé avec Bran Kamga, Maïva Nunga et Samuel Bonis. Le nom du quartier en dit long. Sur le calvaire vécu ici, nous sommes à Etetak, dans l'arrondissement de Yaoundé 7. Même la nouvelle route n'est pas accessible parce que les gens venant de Mokolo, du Carrefour Mec, du Carrefour GP, de Yoyoba sont bloqués à ce niveau. L'axe Emma Basile Kansonel Oyomabang est devenu impraticable depuis des années, même pour les piétons. Les conséquences sont dévastatrices. Parfois on tombe même dans l'eau, on salit les clients parce que ça ne donne pas. Comme les maisons se noient, et c'est comme ça que les gens se noient. Le mal est d'autant chronique que les activités menées à Etetak sont compromises. Quand il pleut, il y a toujours d'inondation. L'eau traverse même le sol de la côte. Et en dehors de cela, l'eau mousse même du sol. L'eau mousse du sol, on ne sait à quel niveau ça passe pour monter. L'eau submerge partout là. Mais lors des élections, vous avez des gens qui viennent nous voir nuit et jour, pendant la nuit et tout. On ne sait pas exactement à qui s'adresser. Nous sommes déjà fatigués. À la croisée de chemin, cet axe à la charge de la communauté urbaine de Yaoundé et du ministère du développement urbain desservent pourtant les domiciles de l'ancienne déléguée du gouvernement Emma Basile et du délégué du gouvernement en poste Gilbert Timi Evuna. À la racine du mal des inondations permanentes ici, il y a 3 cours d'eau qui se rencontrent ici. Il y a un qui vient de Romabang, un qui vient de Tetak et un qui vient de la Cité Verte. Pendant qu'on faisait les travaux ici, on a demandé qu'on sépare ces cours d'eau. Et ils n'ont pas compris. Situation critique jusqu'au marché Mokolo de Yaoundé. Les jeunes se battent en vain pour rendre la circulation possible, passant tendre la main aux usagers victimes du très mauvais état de la route. Depuis plus d'1 an. Pendant 6 ans, ils se sont construits une vie ici au Cameroun. Parmi ces personnes chassées de leur Centrafrique natale par la guerre et bénéficiaires de l'hospitalité camerounaise, 500 ont choisi aujourd'hui de rompre avec le statut de réfugiés. Ils vont regagner leur pays avec un nouveau départ dont ils ne maîtrisent pas encore ni les tenants ni les aboutissants. Mais ils comptent assumer fièrement. Réfugiés centrafricains, les raisons d'un retour volontaire. Dans ce reportage signé Janice Kamga et Constant Kamga. C'était ici leur maison. Gado Badzéré, 25 000 âmes. Aujourd'hui, grâce à la signature de l'accord tripartite Cameroun-République centrafricaine HCR du 29 juin 2019 en faveur de ceux qui consentiraient librement à rentrer, existe le statut de réfugié. L'appel de la mère patrie est plus fort que tout. On a décidé pour rentrer chez nous, notre gouvernement a demandé un rapatriement volontaire. Ça fait beaucoup d'années qu'on ne s'est pas vu avec ma famille. Donc c'est une joie pour moi et pour ma famille qu'on doit aller se voir et on va vivre ensemble. Si le PARET, projet d'appui au retour et à la réintégration en RCA, met en place un dispositif à long terme pour leur réinsertion, les bénéficiaires appréhendent tout de même ce retour progressif. Pour nous rassurer que ceux qui vont retourner au pays auront accès à la justice et pourront peut-être être indemnisés ou, je sais pas, rentrer dans leurs droits par rapport à certains biens, par rapport à certaines choses qu'ils ont laissées derrière eux. Et quand je pars donc là-bas à Centrafrique, là, je voulais pour que je demandais à ma mère pour que nous on revienne ici à Gade pour que nous on voit seulement que la famille. L'occasion pour eux d'exprimer leur gratitude. Je voulais seulement remercier le gouvernement camerounais pour ce qu'il nous a fait. Il nous a accueillis au Cameroun, il nous a ouvert la frontière et il nous a acceptés. Le processus de retour au bercail est enclenché, un nouveau départ pour ces Centrafricains qui caressent l'espoir d'un lendemain meilleur.
À côté des réfugiés, intéressons-nous à ces autres personnes à statut spécial. Il s'agit des personnes ou des enfants délinquants pensionnaires du centre de Bétamba. Bétamba, la ville située dans le département d'Umbam et qui est devenue célèbre grâce à cet institut camerounais de l'enfance. Depuis environ 2 ans, le ministère des Affaires sociales, appuyé par le génie militaire, est à pied d'œuvre pour la réhabilitation de ce centre tombé en ruine. La phase 1 des travaux est bouclée avec le coup de neuf donné à la grande partie des différents ateliers. La deuxième phase est en cours et l'ouvrage sera livré l'année prochaine. Assurance de Pauline Irène Guéné, ministre des Affaires sociales, maître d'ouvrage, et le colonel Jackson Kamgen, directeur du génie militaire, maître d'œuvre. Ils sont au micro de Constant Kamga. C'est un chantier qui est prévu se réaliser sur 3 ans. Au bout des 2 ans, on pourrait se réjouir que le travail avance de manière satisfaisante. Nous nous réjouissons également de l'engagement du génie militaire pour faire un travail de qualité. Vous avez vu derrière nous, on est en train de construire le bloc administratif, la qualité des travaux. Donc nous sommes heureux de visiter ce chantier, surtout quand on sait comment ce centre était au départ quand nous commencions. Nous sommes confiants que d'ici le mois, la mi-février, l'ensemble des projets seront achevés. Mais il faut également préciser qu'une bonne partie de ces projets que je viens de citer ont été réceptionnés aujourd'hui. Donc il n'en restera que quelques-uns pour le mois de février. Travail du génie militaire salué dans ce centre. Et ce sont des actions comme celle-là qui permettent aux hommes de l'armée de glaner des lauriers à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Un des leurs vient d'être honoré au Brésil. Le colonel Albert Jock Bapa, ex-attaché de défense à l'ambassade du Cameroun au Brésil, justement, vient de recevoir une médaille du mérite Santos Dumont. La remise a donné lieu à une cérémonie riche en couleurs à la résidence du Brésil, à Yaoundé. Delphine Fonkou-Téné et Lionel Kepfeu. Une médaille pour célébrer son implication remarquable dans la dynamisation de la coopération aéronautique entre le Cameroun et le Brésil. Le colonel Ndjok Bapa Albert reçoit la médaille du mérite Santos Dumont. Le représentant du ministre de la Défense dit la gratitude du gouvernement camerounais. Au nom du ministre, remercier son Excellence l'ambassadeur du Brésil au Cameroun pour les efforts qu'ils font et remarquer que notre coopération est excellente et qu'elle ira de là-bas. La cérémonie de remise de médailles à l'ex-attaché de défense du Cameroun au Brésil, qui se déroule ici à la résidence de l'ambassadrice du Brésil à Yaoundé, est l'occasion de célébrer la coopération entre les deux pays. On a beaucoup d'intérêts communs, notamment si vous prenez l'Atlantique Sud, le Brésil et le Cameroun, dans chaque rive de l'océan Atlantique, ont intérêt à que cette région soit une région pacifique, sans conflit, une région des activités pacifiques, tout ce qui est important pour que les échanges se passent d'une façon idéale. Alberto Santos Dumont est l'homme qui a pu voler pour la toute première fois dans l'histoire avec un appareil plus lourd que l'air. Cette décoration brésilienne récompense les militaires brésiliens ou ceux des forces armées étrangères méritant des hommages de la force aérienne brésilienne. Une récompense qui illustre à suffire l'expertise et le professionnalisme des militaires camerounais. Autre occasion, ce jour à Yaoundé, 40 personnes distinguées. Ils sont greffiers ou administrateurs de greffe. Ils ont prêté serment au cours d'une audience solennelle à la cour d'appel du centre. Après 2 années de formation à l'École nationale d'administration et de magistrature, ils intègrent la famille judiciaire avec, pour les administrateurs de greffe, le baptême d'intégrité, pour les greffiers, la solidarité africaine. Parmi eux, Arnold Bassi, un des délégués de la promotion, qui a vécu une journée spéciale ce vendredi. Sur ses pas, Luc Vondo a capté quelques clichés. Suivez plutôt. Lueur d'un jour sacré. Pour lui, élève greffier jusque-là. Nicolas Arnold Bassi s'apprête conséquemment. Accoutrement au goût de la solennité du jour. No stress, sérénité plutôt acquise. Je me sens plutôt bien ce matin. C'est vrai que généralement le serment suscite beaucoup de panique. Mais je me sens bien, je suis fier. Ingrédients réunis pour le comble de l'élégance. Cravate et costume à modèle croisé.
À bord du véhicule, droit vers son destin professionnel. À la cour d'appel, lui et 39 autres camarades, greffiers et administrateurs de greffe, se mettent en condition de serment. Puis, le moment M. La procession déclenche les grandes choses. Tour à tour, la phrase rituelle, main levée. Je jure de bien et loyalement remplir les fonctions d'administrateur de greffe. L'onction de la famille judiciaire est reçue. La maîtresse des séants alerte après le serment. En jurant devant la barre, vous vous engagez à répondre de vos actes et d'assumer personnellement vos responsabilités. Désormais, c'est maître, titre acquis après 2 années de formation à l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM. 2 ans de formation que nous avons reçus avec la participation des étudiants des États de la sous-région Afrique centrale. Et cette diversité constitue pour nous un véritable creuset de la fraternité. Nous aimerions, et c'est ce que nous allons faire avec le temps, rehausser l'image de la justice en travaillant, en prônant la dignité, la probité. Les administrateurs de greffe prennent pour nom de baptême intégrité et les greffiers solidarité africaine. Fin de formation, entrée dans le monde professionnel. Moment à immortaliser. Poster après poster. Madame, Monsieur, gardez la perche sur l'information. L'actualité continue avec vous. À Douala, Aimé Catherine Mokoré. Bonsoir. Bonsoir Arnaud Nguefak, à votre suite, nous parlons justement de tueurs silencieux, les cancers féminins, à savoir le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, continuent d'endeuiller les familles camerounaises. Les chiffres ne cessent d'accroître, la sensibilisation, le dépistage et l'autopalpation restent les meilleurs moyens de prévention. C'est prouvé que le dépistage précoce permet de venir à bout rapidement de ces maladies. Mireille Defofotso et Marius Kossou nous en disent plus dans cet élément. Dépistage de cancer féminin chez cette patiente de 54 ans. Ce que vous voyez là, tout ça c'est le col de l'utérus. On voit juste quelques pertes vaginales avec un kyste, ce qu'on appelle le kyste de Naboth. Appliquez maintenant ce qu'on appelle les 2 solutions, l'acide acétique et le Lugol. Après avoir nettoyé, vous voyez c'est plus clair. Regardez le kyste de Naboth, il est là. Il n'y a aucune lésion précancéreuse chez cette. Comme elle, de nombreuses femmes se sont rendues à l'hôpital du district de Daïdos le 25 octobre pour connaître leur statut. Je venais faire consulter l'enfant. Je me suis renseignée au niveau de l'accueil. On m'a dit qu'il y avait le dépistage du cancer de l'utérus et du sein. J'ai donc profité pour me faire consulter, quoi. Parce que c'est important de connaître sa situation. Si c'est qu'il y a un problème, on dépiste tôt et on vous soigne aussi vite. Octobre étant le mois consacré à la lutte contre les cancers féminins, il était important d'organiser une campagne de dépistage gratuit. Il est presque gratuit. De leur donner des informations de sorte que il y ait des facteurs qui attirent leur attention au cas où elles ont des choses qu'elles remarquent à la maison, par exemple, voilà, des choses anormales, une petite boule sur le sein, un sein qui prend une peau d'orange, du lait qui coule d'un sein, etc. Donc, on est là pour sensibiliser d'abord et puis pour pouvoir dépister. Les cancers du sein et du col de l'utérus représentent aujourd'hui les cancers les plus meurtriers chez les femmes. Autre chose, à présent, la première édition du sommet Russie-Afrique s'est achevée cet après-midi à Sochi, en Russie. En plus de la signature du mémorandum d'accord entre la Russie et l'Afrique, le président Vladimir Poutine, l'hôte de ce sommet, a fait 2 importantes annonces. Le double dans les prochaines années des investissements de son pays en Afrique et la prochaine édition qui aura lieu dans 3 ans en Afrique. Eric Golfquachou pour les précisions dans cette émission. Le premier sommet russe-Afrique qui s'est tenu à Sochi a pris fin ce jeudi 24 octobre 2019. Ce sommet qui intervient dans un contexte de concurrence économique croissante entre les grandes puissances sur le sol africain a adopté une déclaration finale qui jette les bases d'un nouveau partenariat équitable et multiforme entre la Russie et l'Afrique. Le Cameroun a soutenu cette déclaration
qui a défini les axes majeurs de collaboration dans les domaines de la sécurité, la lutte contre le terrorisme, le développement économique et la formation. Exprimer au nom de son Excellence, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, que je représente ici, notre profonde gratitude au président Vladimir Poutine pour le soutien tout particulier qu'il accorde au renforcement du partenariat russo-afrique. Monsieur le Président, le Cameroun manifeste de toute sa volonté de la consolidation des relations de coopération avec la Russie, qui est un partenaire important. Pour ce qui est des chefs d'entreprise présents dans la forte délégation du Cameroun, les accords signés ici avec les hommes d'affaires et industriels russes témoignent du réchauffement des relations d'affaires entre nos deux pays. C'est vraiment un forum assez cadré. Et en tant que chef d'entreprise, je suis à la tête de 4 sociétés. Donc mes 2 sociétés en ont beaucoup profité. Et la 3e entreprise dont je suis encore le propriétaire, JFF Équipement Forcier, vient de bénéficier tout à l'heure d'un contrat de soutien en matière de logistique. Notons que le premier sommet Russie-Afrique avait pour ambition de consacrer le retour russe sur un continent dont Moscou s'était largement retiré après la chute de l'Union soviétique et où la majorité des échanges se fait désormais avec la Chine et les pays occidentaux. Et justement, en marge du sommet Russie-Afrique, tout un forum économique Cameroun-Russie a permis aux chefs d'entreprise venus du Cameroun de présenter le potentiel économique du pays avec les récentes réformes engagées pour améliorer le climat des affaires dans notre pays. Lil Piedjou et Eric Golf, une fois de plus. Le ministre Alamine Ousmane Meh de l'économie et les hommes d'affaires du secteur privé présentent aux investisseurs russes les opportunités d'investissement au Cameroun. Le pays de Paul Biya a lancé ces dernières années de nombreux projets structurants dans les domaines de l'agro-industrie, des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires, entre autres. Une diversité de secteurs qui témoigne de la densité des opportunités à saisir par les industriels, décideurs et financiers russes. Pensons qu'il est nécessaire de revenir même dans l'année prochaine et continuer à travailler avec les Russes parce qu'ils ont beaucoup à nous apprendre et nous avons besoin dans certains domaines tels que le domaine minier, le domaine pétrolier et l'agriculture. La grande ambition du Cameroun d'être une terre d'attractivité par les investisseurs se justifie par sa position stratégique au cœur de l'Afrique centrale. 30 millions de consommateurs, y compris dans la sous-région, 17 millions d'hectares de forêts exploitables, faisant du Cameroun le 2e massif forestier d'Afrique. On a senti auprès des Russes une envie d'ouverture vis-à-vis du Cameroun. Et évidemment, si nous sommes là, c'est bien pour également pouvoir partager avec les Russes le potentiel économique du Cameroun dans sa marche vers l'émergence. Organisé par le ministère de l'économie, le forum économique Cameroun-Russie, tenu jeudi à Sochi, aura été l'occasion de mettre dans la tête de ces potentiels investisseurs russes que le Cameroun reste la locomotive de la zone CEMAC. La culture pourrait certainement séduire les investisseurs étrangers. Des événements culturels à ne pas manquer ce week-end, les 10 ans de fou rire de Djambo ce soir à la Falaise de Yaoundé, ou encore le dîner-spectacle du Festival des musiques du Cameroun ce soir au Castel Hall de Douala et bien d'autres événements que nous présentent Lil Piedjou et Linda Tegueb. 3 charmantes dames vous donnent rendez-vous dimanche pour la sortie d'un nouveau vidéogramme intitulé Lève-toi, Manibella, Majoaï et Coco Argenté. Dimanche toujours au complexe Elionado à Komo, à Yaoundé, place à l'apéro ciné de Watch Party avec Rodi Tony. Dès 19h, toujours ce week-end à la terrasse au quartier Hippodrome de Yaoundé, une exposition de peinture de l'artiste Sœur Bakara. Une exposition pouvant en cacher une autre, place à la première édition du festival Ruin Art, à Douala Art, à Bonanjo. Un travail extraordinaire mené par l'artiste Jean-Michel Dissaké.
Pendant ce temps, à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, la grande braderie de livres, une semaine consacrée aux éditions Veritas. À la Maison de la Culture et de la Danse, la semaine est plutôt consacrée aux chanteurs, avec des cours de danse hip-hop, danse africaine traditionnelle, entre autres. Et ce soir, vendredi au Castel Hall, dîner-spectacle du Festival de musique du Cameroun avec en guest star Ben Deka, le crooner. Pour les cinéphiles, l'Institut français du Cameroun antenne de Douala vous offre dimanche dès 14h une série de films pour enfants et adultes. Pour terminer cette belle balade culturelle, n'oubliez pas de faire un tour ce vendredi soir à la falaise de Yaoundé pour les 10 ans de fou rire de Jumbo. Cette émission diffusée sur Canal 2 International avec la crème des humoristes du Cameroun. Et comme tous les vendredis, un petit cadeau. Et j'espère que vous n'allez pas le bouder. Qui veut bouder de Esthétique Béa. Bon week-end. Et avant le week-end, ce rappel de mémoire douloureux, on parle de l'accident ferroviaire d'Ezeka. Camrail commémore ce souvenir avant, pendant et après le 3e anniversaire de cet accident. Camrail et son personnel ont observé des moments de recueillement en souvenir des vies perdues le 21 octobre 2016 à Ezeka. Les orphelins des victimes ont reçu des chèques cadeaux de façon symbolique. Monique Naousifosso et Henri Chinda pour les... Pour la 3e année consécutive, Camrail honore la tradition aux côtés des orphelins de l'accident ferroviaire d'Ezeka. À chaque orphelin des 4 coordinations que compte le réseau ferroviaire, dont Douala, Yaoundé, Ngaoundéré et Garoua, un chèque cadeau est remis afin de leur permettre d'acquérir des produits et denrées de leur choix dans les surfaces retenues à cet effet. Du baume au cœur pour ces dizaines d'orphelins et proches parents de cet accident. Nous remercions Camrail pour tout ce qu'il fait pour nous. Parce que nous, avec Camrail, nous comprenons que nous ne sommes pas seuls. Il a beaucoup fait. Nous lui disons merci. Je suis l'aîné de mon petit frère Ngale Marcel Steven, officier principal de la police. Où l'an passé, commissaire la même année, c'est là où il part de Yaoundé pour Douala. Subitement, l'accident s'est arrivé, il est décédé. Les enfants sont là. Camrail pense à nous. Je vous les remercie. Au cours de ces moments de recueillement et de prière en mémoire aux victimes de ce douloureux événement, le top management de Camrail, filiale de Bolloré Railways, manifeste une politique volontariste d'accompagnement permanent de ces victimes. À chaque anniversaire, ce triste anniversaire, de garder le lien avec les orphelins des personnes qui ont été décédées au cours de cette catastrophe. Camrail, symboliquement, prépare un petit cadeau et ça nous permet de les revoir. On a vu comment ils ont beaucoup grandi, eux tous pratiquement, et c'est vraiment un symbole et un lien qui est un peu triste mais qui existe et qu'on ne peut pas renier. Ce geste est le moins difficile dans le parcours que nous avons traversé avec ces familles et ces enfants. Donc on peut le renouveler certainement. Je pense qu'on a fait de plus grandes choses que ça, des choses plus difficiles qu'on a pu gérer avec les victimes, avec les parents, les familles. Donc ça, je pense que c'est le moindre. Dès le dimanche 20 octobre 2019, le personnel de Camrail s'est joint aux fidèles dans les mosquées et églises dans le cadre d'intentions de prière pour marquer le 3e anniversaire de cet accident. C'est la fin de cette édition du 19h50. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end et surtout une bonne suite des programmes sur Canal 2 International et nulle part ailleurs. Bonsoir à vous.